Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des tsunamis et nous sommes au Carbet où Lauriane de l'AFPCNT va nous poser un certain nombre de questions. Pascal, quelle différence fait-on entre une houle cyclonique et un tsunami? Alors la question, elle est essentielle parce que beaucoup de personnes se trompent. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la houle cyclonique, par définition, c'est le vent qui souffle à la surface de la mer. Donc là, tu as la mer, tu as le vent qui souffle à la surface de la mer et qui vient plisser la surface de la mer et qui va créer des ondulations. Et donc, plus le vent sera fort, plus les houles seront importantes. C'est ce qu'on appelle des creux d'amplitude. Plus les houles seront importantes et plus l'impact à la côte sera élevé. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas de la houle cyclonique, en fait, c'est le vent qui vient plisser la surface de la mer et qui génère l'ondulation qui va impacter la côte. Dans le cas du tsunami, c'est totalement différent. Généralement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les tsunamis les plus puissants, ce sont les tsunamis qui sont liés à des séismes sous-marins. Donc, dans le cas d'un séisme sous-marin, ce qui va se passer, c'est que c'est le fond de la mer, ce qu'on appelle le plancher océanique, qui va se soulever. Et en se soulevant, il va soulever justement l'ensemble de la colonne d'eau qui le surplombe, c'est-à-dire qui se trouve au-dessus. Donc si le séisme se produit à, disons, 4000 mètres de profondeur, c'est une colonne d'eau de 4 km, donc de 4000 mètres, qui va être mise en mouvement. Et c'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre, si tu veux, le tsunami et la houle cyclonique, c'est que la houle cyclonique, c'est juste la couche superficielle de l'océan qui est mise en mouvement, alors que dans le cas du tsunami, c'est l'ensemble de la colonne d'eau qui est mise en mouvement et qui part à 360 degrés et qui se propage dans l'océan et affecte ensuite les côtes, des fois plusieurs kilomètres, voire plusieurs centaines ou milliers de kilomètres plus loin. D'accord. Mais justement, quels sont les indices pour lesquels on pourrait retrouver un tsunami ici? Alors, les indices, ils sont pas nombreux, mais on peut comment dirais-je, définir la présence d'un tsunami par le retrait de la mer. Alors, il faut savoir que le retrait de la mer n'est pas systématique, mais dans, on va dire, 90 ou 95% des cas, avant l'arrivée donc de la masse d'eau, on a la mer qui se retire sur plusieurs dizaines ou parfois même plusieurs centaines de mètres. Et dès qu'on voit cet indice, justement, il ne faut surtout pas rester béat à regarder la mer se retirer. Il faut courir très vite en sens inverse et alerter autour de soi le plus grand nombre de façon à éviter la catastrophe. Et quelles sont ces différentes phases? Tu disais donc le retrait de la mer et ensuite il y aurait quelle phase? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tsunami, par définition, on va dire qu'il y a 3 grandes phases. Premièrement, ce qu'on appelle le pré-tsunami, c'est ce dont on vient de parler, c'est le retrait de la mer. La mer se retire, mais il faut bien prendre conscience que le pré-tsunami est une phase dangereuse parce que s'il y a des personnes qui se baignent, par exemple, en bordure côtière, elles peuvent être aspirées vers le large et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, première phase, le pré-tsunami. Deuxième phase, le passage du tsunami lui-même. Alors là, il faut s'imaginer une masse colossale d'eau qui arrive en pleine mer. Alors, en pleine mer, qui a une vitesse d'à peu près 600, 700 et 800 km/h. Quand elle arrive à l'approche de la côte, bien entendu, en raison des frottements sur les fonds marins, cette masse d'eau voit sa vitesse chuter. La masse d'eau arrive à peu près à une cinquantaine de km/h. Mais on a un mur d'eau qui arrive à une cinquantaine de km/h et qui va pénétrer à l'intérieur des terres. Et c'est ça, d'ailleurs, l'une des différences avec la houle cyclonique, c'est que la houle cyclonique, elle ne va pas pénétrer très profondément à l'intérieur des terres, quelques dizaines de mètres ou peut-être une centaine de mètres. Dans le cas du tsunami, au contraire, l'eau va pénétrer avec une très grande célérité à l'intérieur des terres, une très grande vitesse, puisque je rappelle quand même que lors du tsunami de Banda Aceh en Asie du Sud-Est, l'eau a pénétré à l'intérieur des terres jusqu'à 4 km, certains disent même 5 km. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Donc on a une masse d'eau colossale qui arrive vite et qui pénètre à l'intérieur des terres. Donc quand on a des habitations côtières, comme c'est le cas ici, ces habitations sont malheureusement systématiquement en danger. Là, il y a une très grande vulnérabilité pour les populations côtières. Mais justement, on parle de tsunami. Est-ce qu'il y a déjà un tsunami qui a impacté la Martinique? Alors pendant longtemps, c'est une question qui est intéressante parce que pendant longtemps, on a cru que la Martinique n'avait jamais été impactée par un tsunami. Et pendant longtemps, d'ailleurs, on a même dit que en fait, la Martinique ne serait jamais impactée par des tsunamis. En fait, la Martinique a été frappée déjà plusieurs fois par des tsunamis. Alors certes,
ce ne furent pas des tsunamis de type Banda Aceh avec un mur d'eau de 30 mètres. Mais au XVIIIe siècle, il y a eu plusieurs événements qui laissent penser que la Martinique a été frappée par des tsunamis. Et même en 1939, donc relativement récemment, hein, 20e siècle, en 1939, l'éruption du Kikemjeni, ce volcan sous-marin qui se trouve au large de l'île de la Grenade, lorsqu'il est rentré en éruption, mais il a généré un micro-tsunami sur la côte sud de la Martinique et qui a affecté particulièrement les communes du Diamant, de Sainte-Luce, des Anses d'Arlet. Alors, avec essentiellement quelques dégâts matériels, des clôtures qui ont été arrachées, quelques hangars, on va dire, de pêcheurs qui ont été abîmés, mais pas de morts, Dieu merci. Et justement, quels sont les bons gestes à adopter à l'arrivée d'un tsunami? Alors, les bons gestes, de toute façon, il n'y en a pas 46, si j'ose dire. C'est très simple. Dès que la population se trouve confrontée à un retrait de la mer, c'est-à-dire qu'on voit la mer se retirer sur quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, l'idée, c'est véritablement de courir en sens inverse et de courir le plus vite possible. Si possible, en avertissant l'entourage de façon à ce que les uns et les autres prennent conscience qu'il y a un problème. Merci beaucoup, Pascal. Avec plaisir, Lauriane. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt. D'ici là, portez-vous bien.